Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode numéro 6 du podcast Les enfants vont bien. Le parcours de PMA est accompagné d'un vocabulaire technique qui est une véritable langue, riche en termes inconnus. Très vite, nous devenons bilingues et revoyons et approfondissons nos cours sur la conception, au point d'en devenir incollables. Il y a plusieurs types d'insémination, intracervicale ou non, avec donneur ou avec conjoint, ce qui donne déjà quelques beaux acronymes. La difficulté se corse quand on bascule par choix ou par obligation sur un parcours de FIV. On découvre alors les multiples possibilités, FIV-Do, FIV-XI, TEC, FIV-ROPA. Parmi tous ces intitulés se cache celui qui conviendra le mieux à vos choix et à votre situation. Quand Blanche et Marion entament leur parcours de PMA, elles commencent par plusieurs cycles d'insémination infructueux. Elles se voient leur proposer de passer en FIV et ont la chance de voir leur essai couronné de succès par la naissance du petit, grand maintenant, Gustave. Elles bénéficient à ce moment-là d'une FIV-XI qui intègre l'intervention d'un technicien de laboratoire pour forcer la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Lorsque la question du numéro 2 se pose, il est alors évident pour Blanche qu'elle souhaite porter un des embryons restants de la FIV de Marion. Il s'agit alors d'une FIV ROPA ou FIV croisée. La question n'est pas des plus simples car tous les pays n'autorisent pas la FIV ROPA et qu'elle soulève aussi l'épineuse question de la transmission de son capital génétique. Cette technique n'est pas encore très connue et pourtant elle permet de résoudre des situations médicales complexes ou tout simplement de transmettre le patrimoine génétique d'une maman sans qu'elle ne porte son enfant si elle ne le souhaite pas. Quand on sait que la mère dite porteuse influence 10% du capital génétique de l'embryon, c'est une jolie façon d'impliquer les deux mamans dès la conception. Je vous propose d'écouter la très belle histoire de Blanche et Marion qui ont donné naissance à Gustave et Louison, deux embryons issus du même cycle de FIV portés par chacune d'entre elles. Bonne écoute! Bonjour Blanche. Bonjour Constance. Je te remercie de t'être rendue disponible pour cette interview. Je t'en prie, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter et me présenter ta famille ? Alors, je m'appelle Blanche, j'ai bientôt 34 ans, je suis professeure d'anglais et dans ma famille, il y a Marion, ma femme, Gustave, notre fils qui a 5 ans et Louison, sa petite sœur qui a 2 ans. D'accord. Belle famille. Félicitations. Merci. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu vos débuts avec Marion, comment vous vous êtes rencontrés, comment vous avez évolué dans votre relation et comment est venu le désir d'enfant ? Ouais. Alors avec Marion, on s'est rencontrés il y a 12 ans, un petit peu plus de 12 ans. Moi j'habitais à Lyon, elle habitait à Paris. Et on s'est rencontrés, en fait on faisait toutes les deux partie d'associations LGBTQ+, qui organisaient des soirées et des concerts de musique indépendante, alternative. Et en fait on a fait jouer le même groupe, moi à Lyon et elle à Paris. Et on s'est rencontrés à cette occasion-là. Moi j'étais revenue voir ce groupe-là à Paris. Et après le concert, on est allé boire un coup avec des copains en commun. Et puis on dit la soirée à papoter. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Et quelques semaines après, je suis revenue à Paris pour passer des disques dans une soirée. En fait, une copine commune nous avait programmé toutes les deux à la même soirée pour qu'on puisse enfin passer au cap supérieur. Et voilà, et ça s'est fait comme ça, quoi. C'était en 2007. D'accord. Et puis le désir d'enfant, ça a été un peu compliqué parce que moi j'étais à Lyon, je finissais mes études, moi j'étais
en master et je préparais mes concours de prof quand on s'est rencontrés. Et Mhm. du coup, on a fait 3 ans et demi à distance où moi, je montais à Paris un week-end sur deux pendant les vacances. Voilà, elle venait de temps en temps à Lyon me voir. Et voilà, on a fait 3 ans à distance. Et puis après mon année de professeur stagiaire, moi je suis venue, j'ai demandé ma mutation pour la rejoindre en région parisienne. Et c'est là qu'on s'est installés ensemble. D'accord. Une mutation qui est la plus simple à obtenir. Dans l'autre sens, je suis pas sûre que ça aurait été aussi simple. Ouais, non, voilà, c'était vachement plus facile pour moi. Et puis elle, professionnellement, de toute façon, c'était compliqué pour elle de venir en province. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Moi, ça me dérangeait pas du tout de venir m'installer à Paris. D'accord, ok. Et du coup, une fois donc tu t'es installé, enfin, je suppose que du coup de suite vous avez habité ensemble. Non, en fait, pas tout de suite. On s'est dit qu'on se laissait le temps de la transition, même si on était l'une chez l'autre quasiment tout le temps. Mais Mhm. on trouvait ça bien de prendre le temps, d'être chacune de notre côté. En fait, j'habitais à 3 minutes de chez elle, hein. C'est pas Oui, très loin. d'accord. Mais voilà, on a fait un an, on avait chacune notre appart, et puis après une année, on s'est dit bon, c'est un peu con, autant emménager ensemble, et voilà. Et du coup, on a emménagé ensemble après cette année-là. D'accord. À partir de là, donc vous commencez votre vie à deux réellement, on va dire. Vous habitez ensemble. À quel moment vous commencez à discuter construction de famille? Alors nous, on avait déjà des copines qui avaient des enfants. Mhm. Donc c'était quelque chose dont on avait déjà parlé, de désir d'enfant. Moi, c'est quelque chose qui a toujours été présent chez moi. Je me suis pas dit parce que je suis homo que je veux pas avoir d'enfant. Tu vois, c'était vraiment quelque chose auquel je tenais. La maternité, je me suis jamais vue sans enfant. Marion, ça coulait pas forcément de source. Mhm. Euh, et puis on a commencé en 2011 à y penser un peu, en 2012 beaucoup plus, et c'est en 2012 où on a envoyé un mail à l'hôpital où on a fait notre PMA pour pouvoir s'inscrire sur une liste d'attente, parce que tu avais une liste d'attente d'un an à peu près avant de pouvoir commencer. Donc c'est en D'accord. Oui, donc 2012, voilà, où vraiment on s'est mis dedans, quoi. vous avez lancé les choses. Et alors, comment vous avez fait le choix de ce parcours-là? Donc vous êtes passé, enfin, vas-y, explique-moi ton parcours et après explique-moi comment vous avez fait ce choix. Alors nous au départ, Marion se posait la question de la coparentalité. Elle trouvait ça intéressant qu'il y ait un père pour notre, enfin non, pas un père. Je reformule, qui est Mhm. un géniteur connu. Voilà. D'accord. Donc pas une Mais que ça soit coparentalité. pas une coparentalité, non. D'accord. Et puis moi, en fait, je me posais beaucoup de questions sur quel serait mon rôle parce que c'était Marion qui allait porter en premier puisqu'elle a 9 ans de plus que moi. D'accord. Donc c'est Et je lié me le posais, choix a été fait par rapport à son âge, hein, c'est ça? ouais, c'est ça, Mhm. exactement. On s'est dit qu'il fallait qu'elle le fasse en premier parce que ça pressait un peu quoi Mhm. au niveau physiologique, voilà. Et moi, je me posais la question de mon rôle. J'avais pas, enfin, je voulais qu'on fasse un enfant à deux. Voilà, je voulais qu'on Mhm. soit deux parents et puis à l'époque en 2012 en plus voilà, il n'y avait pas de mariage pour tous, il n'y avait pas de possibilité d'adoption plénière. Donc ça posait Oui, encore plus de questions, tu vois. exactement. Voilà. Exactement. Et puis nous on avait plusieurs copines qui étaient passées par des PMA à l'étranger et du coup on s'est dirigé là-dedans. Et puis en fait pour le choix de l'hôpital parce qu'il y en a beaucoup des Oui, hôpitaux et c'est des ça. Le cliniques. choix est large, le pays, l'hôpital, enfin Ouais, voilà. c'est ça. Non, en fait, on s'est dirigé vers la Belgique parce qu'en étant à Paris, c'était ce qui était le plus pratique, hein. On est à 3 heures de voiture de Bruxelles, Clairement. 1h15 Mhm. de Thalys. Fallait penser pratique aussi. Mhm. On tenait pas spécialement à avoir un donneur semi-anonyme, un donneur ouvert. Mhm. Du coup, la Belgique ne propose pas de donneur semi-anonyme. Il y a des Ne cliniques belges qui, proposez pas, je crois, mais maintenant je crois que c'est le ne, cas. alors ouais, ne proposait pas à l'époque. Après, il y a des Ouais. cliniques qui truandaient un peu et qui en proposaient en contournant la loi belge, mais Mhm. et voilà. D'accord. Et du coup, on s'est dirigé vers un hôpital universitaire à Bruxelles parce que des copines étaient passées par là, qu'elles en étaient très contentes et qu'on a vu des retours hyper pro, pas machine afrique, enfin voilà, quelque chose de pro et sain et voilà, on voulait pas contribuer à un business. C'est ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Oui, c'est tout à fait la sensation que j'avais eue sur d'autres pays où j'avais fait des demandes. Ouais. Mm, Voilà. mm. Et donc c'est l'UZ Bruxelles, hein, c'est ça, par lequel C'est vous êtes ça. passé? Ouais, Ouais, d'accord. on est passé par l'UZ Bruxelles, qui est l'hôpital universitaire flamand, mais où t'as plein de francophones, puisqu'on est en Belgique. Donc, Mhm. et on est hyper D'accord. contente d'être allé chez eux.
Oui, mais franchement, les Belges, a priori, de ce que j'entends sur les précédentes interviews, les Espagnols sont aussi très très ouverts, mais voilà, enfin, c'est Ouais. agréable de se présenter là-bas. On est juste un couple infertile comme les autres, quoi. Bah, c'est ça. C'est ça, en fait. Et puis, en plus, nous, on a commencé notre parcours, enfin, notre première insémination, le premier jour enfin, la première manif pour tous en 2013. Ah oui, c'est Donc, symbolique. ouais, c'était sympa. J'ai bien aimé. Mais du coup, ça faisait du bien, tu vois, d'être reçu là-bas, comme un couple normal qui voulait avoir des enfants, sans que ça pose problème, quoi. Mm, mm. Ouais, je comprends. Bah, c'est vrai que c'est très très agréable enfin, on se sent réconforté quelque part et soutenu. Exactement. Ouais, Et donc, complètement. alors du coup, comment ça se passe à l'UZ de Bruxelles concrètement? Donc t'avais 1 an de liste, enfin d'attente, c'est ça? T'étais sur une liste d'attente? Ouais. Ouais, en fait, il faut, à l'UZ de Bruxelles, le parcours est toujours le même parce que moi j'ai des copines qui sont passées par là il y a pas longtemps. Tu Mhm. dois envoyer une espèce de lettre de motivation. Tu présentes ton couple, ton projet d'enfant. Alors c'est rien de bien méchant. Hein. Faut juste expliquer que t'es ensemble depuis tant de temps, que tu as envie d'avoir un enfant. Voilà. Et suite à ça, ils te répondent en te disant, voilà, vous êtes sur liste d'attente, il y a tant de temps d'attente, ça fluctue vachement d'un moment Ouais. à l'autre. Et ils te disent, voilà, on vous recontactera pour vous donner la date du premier rendez-vous et la liste des examens à faire pour ce premier rendez-vous. Voilà. Donc Mhm. nous, on a envoyé cette lettre, on a eu cette réponse en février 2012 et on a eu notre premier rendez-vous en novembre 2012. Ouais, Donc donc effectivement, ouais, un petit peu moins d'un an d'attente. Et donc ils nous ont envoyé la liste des examens que Marion a dû faire un bilan de fertilité. mhm. Et on est allé voir notre super gynéco qui nous a fait les ordonnances, les examens, voilà, pour qu'on puisse ramener tout ça à Bruxelles en novembre 2012. D'accord. Vous aviez déjà trouvé un gynéco en France qui vous suivrait? Comment ça s'est passé? Eh ben là aussi, merci le réseau des copines qui sont passées par C'est la vrai. Ça PMA et aide. qui ont déjà les bonnes adresses. Ah ouais, ça aide beaucoup. Ouais. Ouais, on a une super gynéco qui était à Paris et qui est spécialisée en plus en stérilité, donc elle sait ce qu'elle fait et ça nous a beaucoup aidé pour la suite du projet. Euh, Mhm. et elle était tout à fait d'accord pour nous suivre, pour faire les ordonnances et les examens et tout ça. D'accord. Bon, ça c'est génial. Ouais, ça c'est parce que on entend tellement d'histoires de meufs qui galèrent, qui trouvent des gynécos mais qui veulent pas aller jusqu'au bout, qui veulent pas faire les ordonnances. Enfin, Ouais, c'est quand clair. t'as ça, t'as ce poids-là en moins, c'est quand même super quoi. Ouais, complètement. Enfin, c'est vrai que c'est pas facile en France de trouver un gynéco qui suive, mais par contre, quand on l'a et qu'on le tient, faut pas le lâcher parce que Faut pas franchement, lâcher, c'est clair. c'est trop important. Mais C'est ouais, clair. ouais, ouais. Et puis c'est vrai que le réseau des copains, ou enfin voilà, ça aide énormément à ralentir tous les délais et les recherches, quoi. Nous, on a donné l'adresse à pas mal de copines qui en avaient besoin quoi. Bah oui, c'est clair. Et je sais que d'autant plus que, alors, moi je suis sur Bordeaux, donc c'est pas tout à fait pareil, mais je sais qu'à Paris, c'est vraiment compliqué de trouver quelqu'un qui suit, quoi. Ouais, ouais, ouais. Déjà, il y a de moins en moins de gynécos, hein, c'est Déjà. une réalité. Mhm. Et puis soit ils sont flippés, soit aussi parce qu'ils sont contre, ils veulent pas. Enfin, donc, quand on les a, on les tient. Ouais, c'est clair, faut les garder. Donc du coup, vous avez eu un retour par courrier, non, me semble-t-il, de l'UZ pour vous donner votre premier rendez-vous Par mail, ouais, c'est ça. par mail. Par mail. Et du coup, donc on a eu ce premier rendez-vous. Pour les patients étrangers, à l'UZ, ils font, en fait, t'as deux rendez-vous. Et pour les Mhm. patients étrangers, ils couplent les deux rendez-vous pour qu'on les ait le même jour. En fait, t'as D'accord. rendez-vous avec un médecin qui sera ton médecin référent pendant ton parcours de PMA et qui t'explique, voilà, comment ça va se passer, le traitement. Et puis après, t'as rendez-vous, enfin, qui regarde tes résultats aussi pour voir s'il y a un problème ou pas. Ouais, parce que du coup, Et sur ce puis, premier rendez-vous, tu arrives directement avec tous les résultats, parce que dans le courrier de base, enfin le mail, ils t'ont donné les examens à faire, c'est ça? ouais, il D'accord. t'envoie le mail 3 mois avant, comme ça t'as le temps de te caler sur tes cycles pour faire tes prises de Ouais, sang, tes échos, ouais, et il te d'accord. demande un bilan complet avec tout ce qu'on te De demande pour une fertilité. PMA, le taux d'AMH, une écho, voilà, tout le bilan de fertilité, quoi. D'accord, ok. Et du coup, après ce rendez-vous avec le médecin, t'as rendez-vous avec une infirmière qui te réexplique le traitement que t'auras, Mhm. et puis te fait signer les contrats, parce que faut pas oublier que on va payer pour tout ça. Il faut pas l'oublier. Et ouais, bah ouais, hein. Et C'est une part puis importante hein, de nos parcours, donc bon. ah bah ouais, ouais, c'est pas négligeable. Donc c'est clair que
Voilà. Après, voilà. L'UZ, c'est pas le centre de PMA le moins cher de Belgique, clairement. Mais voilà, c'est aussi l'hôpital qui a créé toutes les dernières techniques de FIV. Enfin, ils sont hyper à la pointe et du coup, moi j'étais au truc qu'on paye un peu plus, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Au moins que tu saches que voilà, tu y vas, mais que ça va être performant, quoi. Ouais, et t'es entre deux bonnes mains et tu peux leur faire confiance, quoi. Mhm. Et du coup, tu signes un contrat financier et un contrat d'utilisation de gamètes aussi, puisque tu vas avoir C'est vrai. recours à un don de sperme, donc tu dois signer ce contrat-là. Tout à fait. Et donc là, du coup, ça se fait. Donc, tu m'as parlé de 2 rendez-vous. C'était donc le premier rendez-vous avec l'infirmière et le deuxième avec le gynéco. L'inverse, c'était gynéco puis infirmière. Mais c'est dans la même journée. En gros, t'as rendez-vous le matin et l'après-midi, quoi. Oui, oui, en général, ils calent ça. Surtout quand tu viens de l'étranger, ils font en sorte de caler ça sur le même jour. Et sur l'UZ, vous n'aviez pas, par contre, de rendez-vous psy? Non. Alors, je sais qu'à l'époque, si t'étais en parcours de mère célibataire, t'avais un rendez-vous psy. Je sais pas si c'est encore le cas. Actuellement, on a une copine qui était passée en même temps que nous, qui avait eu un rendez-vous psy. Pour les couples, t'as pas de rendez-vous psy. Ils partent du principe que si ton projet, c'est un projet de couple qui est réfléchi, t'as pas besoin de voir un psy. Ouais, d'accord. En fait, je pense qu'il se base sur votre lettre de motivation qui... C'est ça. Voilà. Parce que c'est vrai que sur d'autres cliniques belges, enfin nous en l'occurrence, on a eu un rendez-vous psy, mais par contre, on n'a pas eu à montrer patte blanche du départ, entre guillemets. Ouais, je sais qu'à la Citadelle, t'as des rendez-vous psy, par exemple. Complètement. À Liège. Ouais. À Liège, nous on était sur Charleroi, on avait des rendez-vous psy aussi, et je crois qu'à Gand aussi, mais je suis pas sûre. Ça, je m'avance mais peut-être. je crois que ça a changé à Gand, mais je suis pas avancée, mais Ouais, moi aussi, c'est en même temps, on a de c'est trop moins en loin. moins des rendez-vous psy. Hein. Ouais, je pense que, enfin, nous, on nous avait expliqué à l'époque que c'était pas du tout orienté couple homosexuel, qu'en l'occurrence, les couples avec lesquels ils avaient le plus de difficultés dans l'acceptation de la PMA et surtout du don de sperme, c'était les couples hétérosexuels parce que les conjoints qui étaient donc infertiles n'acceptaient pas forcément d'avoir un enfant qui n'était pas qui n'était pas leur enfant génétique. Et donc, ouais, nous, ce travail-là, on le fait de fait. Donc, exactement. On le fait de fait sûr. en amont et ça ne, enfin, en tout cas, je pense que ça ne nous pose pas de soucis, sinon on passerait pas comme ça, quoi. Exactement. D'accord. Et donc, ce premier rendez-vous bon, déjà, je suppose que pour vous y rendre, ça a été une certaine logistique. Comment vous vous êtes senti en repartant ou en y étant? Voilà. Comment vous l'avez vécu? Écoute, on l'a bien vécu, on s'est senti à l'aise, on était hyper contente, quoi. C'était hyper positif. On s'est senti accepter un couple lambda qui a un désir d'enfant et à qui on va permettre d'avoir un enfant, quoi. Mm-hmm. Et puis en fait, on est reparti. Ils nous ont dit à la fin du rendez-vous, voilà, vous pouvez commencer quand vous voulez. À partir de maintenant, il n'y a pas d'attente. Si au prochain cycle vous voulez commencer, vous commencez. Donc, on était en novembre, et on s'est dit on commence en janvier, on prend le temps, on fait les fêtes de fin d'année tranquille. Et voilà, donc ça c'était cool de savoir qu'on pouvait commencer direct, mais qu'on pouvait aussi prendre notre temps, qu'on avait juste à leur envoyer un mail le premier jour des règles en disant on commence ce cycle-là, et puis voilà, quoi. Oui, c'est vrai que c'est rassurant de savoir que on ne nous met pas la pression, c'est vraiment nous qui avons la main sur le timing, hein, finalement. Et c'est d'autant plus rassurant qu'il y a et ça, il faut pas oublier parce que moi, je me suis fait avoir par rapport à ça. Il faut tenir compte des jours fériés des pays dans lesquels on va, puisque ça tombe pas forcément sur les mêmes jours que nous, et que mine de rien, sur des parcours où on compte en nombre de jours, ça peut poser des problèmes. Alors, à l'UZ Bruxelles, tu fais tes INSEE, tes FIV, n'importe quand, même si c'est un jour férié. D'accord. Ah oui, donc ça. Le dimanche, ils font des INSEE, ils sont ouverts tout le temps. D'accord, oui, donc ça ne s'arrête jamais. Donc pour vous, ça posait pas trop de soucis. Non, surtout qu'on a eu des INSEE quasiment que des week-ends. Donc, ça tombe toujours comme ça. C'est ça. Et en fait, non, eux, ils sont ouverts 7 jours sur 7. D'accord, ok. Bon, ça c'est très bon à savoir. Oui, ça au moins à réfléchir, parce que c'est vrai qu'entre en novembre, je sais que les jours fériés belges sont pas les mêmes que les jours fériés en France, donc quand tu dois faire des échos de monitoring en France où ça tombe sur un jour férié, mais en Belgique c'est férié le lendemain où tu dois envoyer tes résultats, enfin bon, c'est ça, c'est l'angoisse. Il y a un moment, j'ai des copines qui se sont retrouvées comme ça à annuler une INSEE parce que c'était un jour férié aux Pays-Bas et qu'en fait elles n'avaient pas compris un jour férié aux Pays-Bas, qu'elles avaient fait tout le traitement pour rien, enfin bon. Oh là là. Ouais, non, mais c'est ça, c'est l'angoisse quand c'est purement, enfin, c'est juste le calendrier qui tombe mal, quoi. C'est rageant, quoi.
D'accord. Donc du coup, on en est donc à la fin de ton premier rendez-vous. Donc là, vous rentrez en France, vous décidez de commencer en janvier. Donc du coup, premier jour de règles de Marion, vous appelez. Ouais, c'est ça. On envoie un petit mail au monitoring de l'UZ pour dire voilà, premier jour, du coup elle a une prise de sang à faire à J3, un dosage hormonal, et donc tu dois faire ta prise de sang le matin, envoyer les résultats avant midi à l'UZ, avant 14h. Avant 14h à l'UZ, donc il faut que tu trouves un labo où ils peuvent te faire les résultats rapidement. Nous, on n'avait pas le bon labo au début, donc on les harcelait pour avoir les résultats avant 14h. Ouais. Et on avait une écho aussi, enfin, elle avait une écho à faire chez la gynéco, mais là, la gynéco, comme elle était spécialisée en stérilité, t'appelait en disant, j'ai besoin d'une gynéco J3, et elle te trouvait un rendez-vous entre midi et 2 ou dans l'après-midi, enfin, elle te trouvait un rendez-vous, quoi. Ah ouais, elle te calait entre deux patients, Donc, quoi. ouais, parce que ça prend pas beaucoup de temps de faire une écho de monitorage, quoi. Ouais, non, c'est 5 clair. minutes, c'est plié. C'est ça, exactement. Elle était stimulée, Marion? Au début, non, pas de steam, juste une piqûre de vitrelle pour déclencher l'ovulation, pour caler au mieux en fait l'insémination, mais pas de stimulation ovarienne. D'accord. Donc sur ce premier cycle, pas de stimulation ovarienne. Donc vous faites une écho de monitoring à J combien la suivante? Ça devait être autour de J10, J11. J10, je pense. Et le monitorage de l'UZ nous appelle en disant, bah voilà, vous faites piqûre de vitrelle ce soir à telle heure, à 22h. Et insémination, du coup, 36 heures après. Oui, donc là, course. Là, ouais, la course pour trouver une pharmacie qui a de l'eau vitrelle. C'est vrai. Et puis après, pour gérer la première insé, on y est allé en Thalys. D'accord. Pour trouver des billets. C'est ça. Mais on a eu de la chance, c'est tombé un samedi. Donc on n'avait pas à gérer le boulot, oui, voilà, c'est ça. inventer des excuses, voilà. Ouais, d'accord. Oui, c'est très bien tombé. Ouais, c'est très très bien tombé. Enfin, c'est très bien tombé, sauf que quand on est rentré de l'insémination, on est tombé face à face avec les manifestants de la Manif pour tous, Gare du Nord à Paris. Mais pour la logistique en soi, c'est très bien passé. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'était un contexte hyper particulier hein, cette année-là. Bon. Ah ouais, c'est bien hard. Ouais, c'est clair. Donc vous partez à J12 du coup, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Vous faites cette première insémination, comment ça s'est passé pour vous? Ah bah c'était hyper émouvant. C'était hyper émouvant de faire cette première insémination. C'est un peu chelou aussi quand t'as l'infirmière qui arrive pour te faire l'insémination et qui te montre la petite pipette en disant ils sont là. C'est clair. Très bien, très bien, très bien. Mais non, ça s'est très bien passé. De toute façon, UZ c'est la routine, ils font que ça et en même temps c'est pas du tout déshumanisé, c'est-à-dire qu'ils ont toujours un petit mot, ils sont souriants. À la fin de l'insémination, t'as l'infirmière qui dit bah restez 10 minutes, vous pouvez rester 10 minutes, vous restez allongé, et puis surtout on espère pas vous revoir le mois prochain, bon courage. Enfin, super mignon quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils ont souvent cette phrase-là quand on repart et enfin nous on est dans l'espoir donc évidemment qu'on n'a pas envie de les revoir, mais en même temps ils sont tellement gentils que ça nous dérange pas non plus d'aller les revoir. C'est ça. On aimerait bien quoi. Ouais. Mais voilà, donc nous on est reparti de là contente, boostée, en se disant il y a quand même peu de chances que ça marche au premier essai. On sait très bien que les taux de réussite au premier essai ils sont très bas, mais quand même tu crois un peu. Bah quoi. forcément, tu fais pas tout ça pour. Bah non. Non, et du coup, on est reparti avec nos 15 jours d'attente avant la prise de sang et la progestérone à prendre pendant 15 jours. D'accord, donc toi, vous aviez de la progestérone en suivant, donc ça c'est pour faire tenir la grossesse si la grossesse prend. C'est ça, exactement. C'est pour favoriser l'anidation et faire tenir la grossesse. Ouais. Donc on avait, ça à prendre et puis la prise de sang 15 jours après. D'accord. Et donc la prise de sang 15 jours après Eh ben négative. Négative. Comment vous le vivez? Ouais, négative. Déçu parce que t'es forcément déçu. Tu t'investis, t'attends, t'as envie que ça marche et puis ça marche pas donc t'es déçu. Après on se raisonne, on se dit c'est un premier essai. C'est pas grave, on y retourne quoi. Exactement. C'est vrai que sur le premier essai, on n'est pas encore dans le doute. Non. Tu te dis bah voilà, si ça avait marché au premier essai, ça aurait été cool, mais ça aurait été étonnant aussi. Complètement. Donc non, tu doutes pas du tout. Tu y retournes quoi. Donc là, vous y retournez sur le cycle suivant ou vous attendez un peu? Ouais. Non, on a enchaîné. Bah non. Tant qu'à faire, on est chaud, on y va. Et du coup, on repart au cycle suivant. De mémoire, Marion était pas stimulée non plus au deuxième cycle.
Pareil, on repart dans les mêmes eaux, piqûre de vitrelle, insémination pareil un samedi, et puis un deuxième négatif. D'accord. Donc là, ça commence à devenir un peu difficile, je pense. Ouais, tu te dis bon merde quand même, deuxième, allez, Ouais. fais chier. Ouais. Ouais, c'est pas bien que ça marche. Et puis là, du coup, notre gynéco nous dit que ce serait peut-être bien quand même de faire une hystérosalpingographie, donc une radio des trompes, pour voir s'il n'y a pas une trompe bouchée, on sait jamais, ça peut arriver. Donc ça vous était pas demandé dans vos examens de base? Non, D'accord. ils le demandent pas de base, ils le font faire après. D'accord. Parce que c'est un examen qui est tout pour eux, qui est un peu Complètement. invasif, enfin c'est pas forcément le truc le plus sympa. Donc ils attendent un peu. Et du coup, Marion doit attendre le cycle d'après pour faire l'hystérosalpingographie. Donc au mois de mars, on fait pas d'insé et on en fait une au mois d'avril. Donc il s'avère qu'à l'hystérosalpingographie, il voit rien. D'accord. Il n'y a pas a priori pas de trompe bouchée, mais il y a un petit doute quand même. Donc on fait une insé parce que il n'y a pas de raison de pas en faire, mais ce serait bien que Marion fasse une célioscopie pour qu'on soit sûr du truc. D'accord. Donc une intervention. Ouais, c'est un peu lourd quand même. Pour vérifier. Ouais. Et du coup, notre gynéco nous envoie voir le chef de service de gynéco de l'hôpital Trousseau à Paris, qui depuis a changé, qui est un mec super, et qui donc fait la célioscopie Marion au mois de mai. Donc en avril, on a fait une insé qui n'a pas marché. D'accord. Stimulée? Une insé stimulée un peu, ouais. Marion, elle avait des cachets de chlomide. D'accord. Pour la troisième. Ok. Et puis donc ça n'a pas marché en avril, donc elle fait la célioscopie fin mai, mi-mai. Tout était nickel, ça allait hyper bien, et du coup on se lance dans une quatrième insé, parce que il paraît qu'après une célioscopie, comme tout est hyper nettoyé, ça marche super bien. Complètement. Puisqu'il passe un produit en fait dans les trompes et l'utérus et tout ça pour vérifier que tout va bien. Et du coup on y va quoi. Et là, elle a eu une petite team avec cette fois des piqûres de gonale pour stimuler un peu les ovaires, histoire de mettre toutes les chances de notre côté. Ça ne marche pas non plus. D'accord. Donc, ça devient négatif. Là, là, c'était franchement très très dur pour Marion et puis pour moi aussi parce que elle, elle courait entre midi et deux faire les échos chez la gynéco, les prises de sang le matin avant d'aller au boulot. Fallait qu'elle mente parce que dans son boulot, personne n'était au courant qu'elle était avec une fille et qu'elle était en parcours de PMA. Et voilà, c'était hyper stressant. Et puis on avait ce contexte social aussi avec toutes les manifs contre le mariage pour tous, les débats. Enfin, c'était hyper violent. Il y a eu des mots violents chez nos proches aussi. Donc voilà, c'était très compliqué. Quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez pensé, vous avez envisagé de basculer sur toi? Pas tout de suite, parce qu'on s'est dit, c'est que 4 négatifs, c'est pas si énorme que ça. Complètement. En soi. Tu vois, et il fallait qu'on se donne toutes les chances parce qu'elle avait envie de porter un enfant et que ça aurait été trop con qu'on n'aille pas jusqu'au bout. On a beaucoup parlé avec notre gynéco, avec Luzel, ils nous ont dit, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Elle n'avait pas de problème de fertilité, tout allait très bien, il n'y avait pas de raison que ça se fasse pas. Quoi. Donc, on a fait encore 2 inséminations supplémentaires, parce qu'à l'UZ, ils font 6 inséminations. Oui, ça me semble que il me semble qu'en Belgique, c'est ça, c'est 6 inséminations, l'autorisation. Ouais. Du coup, on a fait une 5e insé qui n'a pas marché non plus. Et on a fait la 6e en se disant, on l'a fait pour la faire, quoi, comme ça, c'est bon, on passe en FIV, on passe à autre chose. Oui, et vous avancez. Et ce sera fait. Ouais. Évidemment, ça n'a pas marché. C'est trop simple. Bah ouais. Et mais voilà, la 7e, elle a pas marché. En même temps, on s'était dit qu'elle marcherait pas, et au moins on passait à autre chose et on recommençait à zéro. Quoi. Oui, c'est ça. La FIV, pour le coup, c'était vraiment c'était un autre protocole, c'était une autre façon de penser, donc. Oui. Voilà. Puis là, les taux de réussite sont pas les mêmes. Ah non, pas du tout. Clairement. Non, là,
Et puis on savait que voilà, l'UZ ils sont hyper spécialisés en FIV et ils sont très très bons, donc on leur faisait vraiment confiance. Vachement rassurés aussi en nous disant que ils peuvent mettre toutes les chances de notre côté. On peut stimuler, on peut avoir des super conditions. Si la rencontre entre l'ovule et le sperme se fait pas, elle se fait pas quoi, et on n'y peut rien. Mm, mm. On peut pas en faisant une insémination forcer cette rencontre-là et c'est pas grave quoi. Oui, complètement. Non, mais c'est de mémoire au niveau des statistiques, je crois que sur une insémination artificielle intracervicale, donc en passage de col, on a autant de chances de réussite qu'une grossesse, enfin qu'un rapport classique, et donc je crois que ça tourne autour de même pas 20%. Ouais, c'est autour de Donc finalement, sur 5 tentatives, 6 tentatives, c'est pas trop étonnant que ça fonctionne pas. Mais non, et puis notre gynéco nous avait dit, mais vous savez, la moyenne, en fait, pour un couple hétéro qui a pas de soucis, c'est 18 mois d'essai. Ouais, On va prendre un peu de recul, on va souffler. Mais c'est, psychologiquement, le parcours de PMA, pour tous les couples qui sont en parcours de PMA, c'est tellement fatigant psychologiquement. C'est fatigant psychologiquement et ça a un coût, mine de rien. Ah non, mais c'est financièrement, nous on avait la chance de pouvoir le faire, mais t'as combien de couples qui ne peuvent pas le faire et qui s'arrêtent en cours de route. Voilà, qui s'arrêtent en cours de route. C'est vrai que c'est une chance de notre côté, et c'est vrai que c'est pour ça aussi que c'est important qu'en France ce soit légalisé, parce que, alors, de mémoire, pour le moment, ce sera pas pris en charge tout de même par la sécurité sociale. Voilà, ce que j'allais dire. Mais ça évitera tous les frais annexes de voyage, de nuit d'hôtel, enfin voilà. Ah oui, non mais c'est clair. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on avait pris Bruxelles, c'est parce qu'on savait qu'on pouvait faire l'aller-retour dans la journée. Et c'est vrai que ça joue. Mais ceux qui vont aux Pays-Bas ou au Danemark, c'est pas la même, quoi. Et puis alors là, les coûts sont vraiment différents. Hein. Ouais. Ah ouais. Alors le protocole de FIV, comment ça se passe du coup? Alors le protocole de FIV, comme Marion, elle n'avait pas de problème de fertilité. C'était un protocole sur cycle naturel. Parce que tu peux, dans une FIV, inhiber le cycle de la femme et faire un cycle artificiel. D'accord. Là, c'était pas le cas. On a eu de la chance. En fait, on a pu commencer la FIV hyper rapidement. Et, en fait, on est retourné à l'UZ pour un rendez-vous pour qu'il nous explique la FIV et qu'on signe d'autres contrats, puisqu'on passait d'une insémination à une fécondation in vitro. D'accord. Et Marion allait avoir ses règles genre 3 jours après, et il leur restait de la place dans leur calendrier de FIV pour ce cycle-là. Ah bah super. Et du coup, ils nous ont expliqué le traitement, et du coup, Marion avait 15 jours de stimulation, avec pendant en gros 5 jours, d'abord des piqûres de stimulation ovarienne, donc à faire le soir des piqûres de gonale pour qu'il y ait le maximum de follicules matures. Parce que c'est ça le but de la FIV, hein, c'est pas 1 ou 2 follicules matures comme pour une insémination, mais qu'on ait le plus possible pour avoir le plus possible d'ovocytes matures et ensuite d'embryons, quoi. Ouais, pour pouvoir en conserver et faire plusieurs essais. Voilà, exactement. Et du coup, Marion a une stimulation, donc des piqûres le soir pour stimuler les ovaires, et puis après 5 piqûres de stim, des piqûres le matin en plus pour bloquer l'ovulation, parce que si t'as 1 ou 2 follicules matures, ton corps il va déclencher l'ovulation. Oui, d'accord. Donc t'as une piqûre en plus le matin pour bloquer l'ovulation, bloquer la sécrétion de LH, l'hormone qui lance l'ovulation. Et là, elle a eu pas mal plus d'échographies pour la FIV que pour une insémination. Il faut vérifier que t'as pas d'hyperstimulation. Donc elle a eu, je pense, 3 échos. D'accord. Oui, au niveau organisation, ça doit pas être simple. Non, c'est pas simple. Et puis ces piqûres qu'il faut que tu fasses à heure fixe, il faut pas que tu oublies. Enfin le matin, en plus c'était un produit où il fallait qu'on fasse le mélange nous-mêmes. T'avais le solvant et la poudre. Oui, d'accord. On avait demandé à un copain infirmier de nous expliquer comment bien faire le mélange parce qu'on avait la trouille de mal le faire et qu'elle ovule. Bah oui, je comprends. Et puis du coup, dernier monitorage, il nous appelle en disant vous faites l'ovitrel pour déclencher l'ovulation cette nuit à 3h du mat et ponction 36 heures après à 15h. D'accord. Ouais, 3h du mat. J'ai bien aimé. En fait, ils m'ont dit il y aura ponction tel jour à 15h. Et dans ma tête, j'étais là, mais 36 heures avant. C'est 3h du mat. 3h du matin. Et donc elle me dit oui, ovitrel à 3h du matin. Oh là là. Très bien. On va mettre un réveil. Ouais, c'est ça. Puis on a mis le réveil un quart d'heure avant, histoire d'être bien réveillé, puis de pouvoir enlever la petite bulle d'air de ta seringue d'ovitrel, comme il faut. Oui, c'est ça, d'être en forme, quoi. C'est ça. Et du coup, on a fait la piqûre d'ovitrel à 3h du mat, on est retourné se coucher à 3h05. Et puis on est parti. Alors ça tombait hyper bien parce que c'était pendant les vacances scolaires. Votre calendrier était pas mal, hein. Non mais franchement, on a eu une chance de dingue. C'est bien.
Et Marion a posé des jours, du coup, on est parti à Bruxelles et on s'est dit, voilà, on pose, Marion elle a posé 3 jours et s'il y avait besoin de plus, parce qu'on savait pas combien de temps ils allaient cultiver les embryons, on verrait, on allait voir à ce moment-là. Oui, parce qu'effectivement, vous pouvez, enfin, il y a 3 jours ou 5 jours hein, de culture d'embryon. C'est ça, il y a 3 jours ou 5 jours, sachant que si t'as des embryons de 5 jours, c'est mieux parce que ça correspond au jour où naturellement ils arrivent dans l'utérus, donc déjà ils ont plus de chances de s'accrocher. Si un embryon de 3 jours, il est encore dans les trompes. D'accord, oui. C'est pas très naturel pour lui de se retrouver dans l'utérus. Et puis en plus, ça te permet d'avoir des embryons qui sont plus viables que des embryons à 3 jours, parce que tu peux avoir beaucoup de pertes entre 3 et 4 jours. D'accord. Et à l'UZ, on a de la chance de pouvoir cultiver les embryons jusqu'à 5 jours. T'as peu de labos qui le font en France, par exemple, parce que ça demande du matériel supplémentaire, des milieux de culture différents, c'est un gros. Donc, en France, t'as plein de labos de PMA qui font pas de la culture d'embryons jusqu'à 5 jours. T'as des taux de réussite de FIV qui sont moins élevés en France. De ce fait. Ouais. Et du coup, donc on est arrivé à Bruxelles pour la ponction d'ovocytes. On a eu un peu peur, ils nous ont installés dans une chambre, t'avais une nana qui sortait d'une ponction, qui avait du sang sur sa blouse, qui disait j'ai mal, Marion qui devenait livide. Et l'infirmière qui lui dit vous voulez une petite anesthésie supplémentaire pour avoir moins mal? Oui, je vais prendre ça. Ouais, c'est ça, parce qu'ils font la ponction sous anesthésie locale en Belgique. En France, ils le font beaucoup sous générale. En tout cas, à l'UZ, c'était sous anesthésie locale parce que c'est quand même moins dur pour c'est moins engageant, c'est clair. Ouais. Et donc Marion est partie pour la ponction. Moi, je suis restée à l'attendre dans la chambre. Et donc ils ont ponctionné 9 follicules. C'est plutôt bien. Sur les 9 follicules, il y avait 5 ovocytes matures, parce que on sait pas. Moi, je l'ai su quand on a fait la FIV, mais un follicule mature, ça veut pas dire que tu auras un ovocyte mature. Ah, d'accord. C'est aussi pour ça qu'une lancée, ça marche pas à chaque fois. Et ouais, parce que dans un follicule mature, tu peux avoir un ovocyte qui n'est pas. D'accord. Et ouais, tu vois, sur les 9 follicules qu'ils ont fonctionné, on avait 5 ovocytes. D'accord. Donc oui, déjà, il y a de la perte. Ouais. Et donc sur les 5 ovocytes matures, ils ont fait une FIV ICSI, donc c'est des FIV où ils injectent le spermatozoïde dans l'ovocyte. D'accord. Classique, en fait, ils mettent tout dans une boîte de pétri. Ils laissent faire. Et ils laissent la rencontre se faire. La FIV ICSI, t'as un technicien de labo qui prend un spermatozoïde et qui l'injecte dans l'ovocyte. D'accord. Comme on n'avait que 5 ovocytes. D'accord, oui, ça favorise le taux de réussite, je suppose. Ouais, bah oui. Et voilà, ils nous ont dit, voilà, il y a 5 ovocytes matures, on a fécondé les 5. On vous rappelle dans 3 jours pour vous dire si on fait le transfert à J3 ou si on attend encore 2 jours pour faire le transfert à J5. Et donc nous, on est reparti à l'hôtel se reposer. Marion, elle était oui. Je pense que émotionnellement et physiquement, voilà, c'était beaucoup, quoi. Et donc on s'est fait un petit séjour à Bruxelles, tranquille, en attendant. Et puis du coup, on a eu le coup de fil de l'UZ au 3e jour, le matin, pour nous dire, bon bah, on a une bonne nouvelle, sur les 5 ovocytes qu'on a fécondés, on a 4 embryons. Ah, ça c'est cool. Donc on en avait perdu un en route, mais 4 embryons qui étaient super. Et ils nous ont dit, ce serait trop dommage de faire un transfert maintenant, on va les faire aller jusqu'à J5. D'accord. Super. Ouais, c'est clair. Et du coup, on est resté 2 jours de plus. Et le transfert a eu lieu le lundi. Donc moi j'ai dû pipoter un truc au boulot. Oui, parce que c'est plus en vacances. Le lundi de la complètement. Et ouais. Et Marion aussi a dû pipoter un truc. Elle a posé un RTT. Puis on est resté. On a eu le transfert le lundi. Je crois que c'est un des moments les plus émouvants de. Parce que tu as pu y participer du coup. Enfin, tu étais présente. Ah oui, en fait, en Belgique, t'es là tout le temps. Hein. Bah, j'étais pas là pour la ponction parce que ça se fait en bloc stérile, mais le transfert d'embryon, c'est dans une salle sous contrôle échographique. Et moi, j'étais à côté. Ouais. Voilà. C'est un moment que tu peux passer à deux. Quoi. Et du coup, tu vois sur l'écran de l'échographe cette petite goutte de liquide dans laquelle il y a l'embryon déposé dans l'utérus. Et je trouve ça c'est très émouvant. Très émouvant, quoi. Ouais. Et donc on est reparti, Marion restait allongée 10 minutes et puis on est reparti. D'accord. Et là, la suite du protocole, c'est quoi dans le cas d'une FIV? La suite du protocole, c'est comme une lancée, enfin en tout cas à l'UZ, c'est progestérone pendant 15 jours, 3 fois par jour. Oh là là, d'accord. Ouais, c'est sympa. Hein. C'est en injection ou c'est en... progestérone, c'est tellement... Non, c'est en ovule que tu mets dans le vagin. D'accord, 3 fois par jour, sympa. Donc avec des effets secondaires, c'est pas très cool. Mais bon, faut ce qu'il faut. Non mais voilà, à un moment tu fais ce qu'il faut.
Et donc 15 jours après, même pas 15 jours après, 10 jours après, parce que les ovocytes ont 5 jours, enfin les embryons ont 5 jours quand ils transfèrent, on avait un contrôle, une prise de sang à faire. Alors nous, on avait décidé, on avait le choix en fait en Belgique, parce que Marion avait plus de 35 ans, de mettre deux embryons pour le transfert. Ouais. Et à partir jusqu'à 35 ans, ils en mettent qu'un quand c'est des embryons frais, et après 35 ans, tu peux en mettre deux. Le jour où on a fait le transfert, on a des copines qui allaient avoir leurs jumeaux le même jour, donc on s'est dit non, on va mettre qu'un embryon parce que si les deux prennent, voilà. C'est ça, on a demandé à l'embryologiste qui nous a dit mais je peux pas vous dire, c'est vous qui prenez la décision. Donc on lui avait dit non mais on en met qu'un, au pire ils sont congelés, on refera un essai. Et puis quand on lui a donné notre décision, elle a dit oui non mais vous faites bien parce que vu la qualité des embryons, il y a des chances que les deux prennent. Et là c'est plus les mêmes. Donc non. Tu sais ce que c'est. Ouais. Et encore on n'est pas passé par une fille donc j'avais moins de risques. Non mais tu as eu la surprise du multiple. Et du coup, on a fait la prise de sang, donc 10 jours après. On se doutait de quelque chose, hein, parce que la Marion, elle sentait qu'il se passait un truc, clairement. Et du coup, on est allé faire la prise de sang dans le labo spécialisé en PMA de Paris, où on allait faire nos prises de sang, du coup, depuis genre la 3e insémination, qui bosse avec plein de labos de PMA. On est sûr d'avoir les résultats. Oui, qui est fiable, je suppose, plus. Ouais, en plus. Et puis on est allé prendre un petit déj dans un café toutes les deux, on est rentré chez nous et là on avait les résultats en rentrant. Ah oui, c'était rapide. Ouais, c'était hyper rapide. Et on avait le taux de bêta-HCG qui était à 300 et des brouettes, donc on avait eu que des zéros jusqu'à présent. Ouais, c'est un super taux. Ouais, c'est un super taux. Et voilà, donc on a tout de suite envoyé un mail à l'UZ parce qu'il faut les tenir au courant. Et ensuite, ils vont faire un dosage de bêta-HCG par semaine. Jusqu'à la première écho de datation à 5 semaines. Oui, c'est ça, c'est 7 SA ou 8 SA, ouais. Donc ça fait 5 ou 6 semaines de grossesse. Et ouais, c'est ça. Et du coup, le dosage évoluait bien, donc on était hyper rassurés. Ça, c'est cool. Et puis on a pris rendez-vous chez notre gynéco pour l'écho de datation. Et là, on voit la remplaçante de notre gynéco, parce que c'était un samedi. On aime bien faire les trucs le samedi, les lancers, les échos. Ouais, c'est votre jour le samedi. C'est ça. Et la remplaçante qui nous avait pas vu depuis longtemps dit alors, on est sur quoi? Un J3, un J10? On lui dit non. On est sur une écho de datation, tout va bien. Génial. Et puis là, le truc de foudre, quoi, de voir ce petit haricot avec un cœur qui bat. Se rendre compte que c'est concret. Ouais, c'est concret, ça. Puis le cœur qui bat, quoi. Ouais. Et du coup, je vous ai pas du tout parlé je t'ai pas du tout parlé, n'importe quoi, du donneur. Comment vous avez fait le choix du donneur? Alors, à l'UZ, le donneur, en fait, ils prennent c'est pas nous qui choisissons. C'est eux qui choisissent, ils prennent les descriptions physiques des deux personnes du couple, comme pour un couple hétéro, en fait. Couleur des yeux, couleur de la peau, couleur des cheveux, groupe sanguin, et c'est eux qui ont fait le choix. Nous, on ne sait pas si ça a été le même donneur à chaque fois ou pas. Okay. On sait qu'ils se fournissent à la banque de sperme danoise, European Sperm Bank. Il y a 2 banques de sperme. Non, c'est l'autre, pardon. C'est l'autre. T'as une autre banque de sperme danoise. Et mais c'est tout ce qu'on sait, et c'est eux qui choisissaient. Moi, je trouvais ça cool que ce soit pas nous qui choisissions sur un catalogue. En fait, moi, j'avais pas envie de ça, tu vois, de regarder, de choisir, je trouve. Et puis ça importait oui, peu, finalement, le principal était le résultat. Tu sais que les donneurs, ils sont testés génétiquement, qu'ils ont pas de maladie, enfin, c'est le plus important, quoi. Oui, je sais que la Belgique se sert au Danemark parce que justement les normes, les tests et les normes sont beaucoup plus poussés et donc ils sont sûrs de la qualité du sperme et surtout du non-risque. Alors bon, il y a jamais pas de risque, mais bon, en tout cas, il y a beaucoup moins de risques de maladies génétiques ou sexuellement transmissibles. Ouais. Et puis ils se servent au Danemark pour les patients étrangers parce que t'as pas assez de donneurs en Belgique, donc garde les donneurs belges pour les patients belges et les donneurs danois. Tout à fait. Et alors cette grossesse? Eh ben, super grossesse. Marion était super en forme. Elle a eu à peine quelques nausées au tout début. Elle a pu continuer à faire du sport parce que c'est une grande sportive. Ouais, super. Super. Au niveau de votre accompagnement dans la grossesse, comment ça s'est passé?
Alors nous, on a fait une préparation qui s'appelle de l'aptonomie, qui est une préparation à l'accouchement, à la naissance que tu fais en couple. En fait, tu vas apprendre à, en gros, je schématise un peu, mais communiquer avec ton bébé par le toucher. Et on a une super sage-femme qui m'avait été recommandée par un couple. Le réseau. Ouais, c'est ça, toujours. Et une super sage-femme qui est vraiment géniale, qu'on a vue après pour ma grossesse, Louison. Et ça a été génial cette préparation-là parce que ça te permet de te construire déjà à 3 avant l'arrivée de ton enfant. Et j'ai trouvé ça super de pouvoir tout de suite communiquer avec mon bébé, même si c'est Marion qui le sentait et pas moi, mais tout de suite, je posais mes mains sur le ventre et il venait se coller contre moi. Je savais que je pouvais soulager Marion en faisant descendre, remonter le bébé, rien qu'avec mes mains, enfin des trucs. Ouais, ça c'est vraiment. Je me suis sentie vachement utile. Ouais, en je fait, comprends. T'as vraiment pris ton rôle dès la conception finalement. Enfin, en tout cas les. Ouais, ça aide vraiment à trouver sa place en fait. C'est une belle préparation. C'est vrai que alors je suppose que sur Paris c'est beaucoup plus simple de trouver des sages-femmes ou des médecins parce que je crois que les médecins aussi peuvent faire de l'autonomie. Ouais. Moins facilement en province. Tu peux avoir des sages-femmes, des médecins. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Mais oui, à Paris, forcément, comme quoi, Paris, t'as plus d'offres, quoi. Forcément. Mais t'en as de plus en plus en province. Oui, complètement. Mais c'est vrai qu'en 2012, de mémoire, 2013, donc du coup pour toi, c'était vraiment pas facile. Enfin, je me souviens avoir cherché sur Bordeaux, c'était très compliqué. Ouais. Et donc du coup, vous choisissez d'accoucher au Bluet aussi pour Marion. Pour Gustave, ouais. Ouais. Pour Marion, elle a accouché. Oui, non, mais c'est joli. C'est tout à fait ça. Mais elle a accouché au Bluet parce qu'on habite à un arrêt de métro, donc déjà voilà. Et puis on savait que c'était une maternité dans laquelle on serait bien reçu en tant que couple homoparental. C'est une maternité qui est super tolérante, super ouverte, et voilà, on savait qu'il y aurait aucun problème avec ça. Enfin, il y a une maternité qui est à 200 mètres de chez nous, mais c'est un hôpital militaire, bizarrement. Plus de doute, ouais. Super envie. Enfin, j'étais pas sûre sur l'ouverture des équipes. Après, on est plein de préjugés, hein, mais voilà, on savait qu'on voulait que notre fils naisse là-bas et qu'on serait bien accompagné. Voilà, puis c'est un moment que t'as pas envie de mal vivre. Enfin, c'est un moment où t'as juste envie d'être, sereine et voilà, juste de profiter. Donc bon, c'est ça. En confiance et de profiter. D'accord. Donc Gustave arrive quand? Gustave arrive le 22 novembre 2014. D'accord. Et donc la veille, le 21, je me levais pour aller au lycée et Marion me dit, elle était allongée sur le canapé, 6h du mat, elle me dit, je crois que j'ai senti un truc couler, mais va au boulot, c'est bon, j'irai à la maternité, si il se passe un truc, je t'appelle. Et moi, je bosse à 1h30 de transport de Paris, j'ai un train par heure pour rentrer, je lui dis, non, je ne vais pas au travail, Marion, je suis folle. Je vais jamais rentrer à temps. Ça va pas. C'est ça. Donc, on appelle la maternité, moi j'appelle le lycée pour dire que je viens pas, et puis c'est tout, quoi. Et en fait, elle avait fissuré la poche des os. Donc, mais bon, elle avait pas de contraction, ça coulait pas des masses. On prend la valise et puis on va prendre le métro pour partir à la maternité tranquillement. Il nous confirme qu'elle a bien fissuré la poche des os, mais elle a 0 contraction. Donc on attend tranquillement. Ils me disent on attend le lendemain, on verra ce qui se passe. Voilà, vous êtes hospitalisé parce que vous avez fissuré la poche des os, mais on verra ce qui se passe. Et puis elle a eu des contractions dans la nuit. Ils lui ont donné un petit pouce avec une perfusion d'ocytocine pour accélérer un peu le travail le lendemain matin. Et Gustave est né l'après-midi à 16h23. Et donc quasiment 2 ans, jour pour jour après le début de votre parcours, en fait. C'est ça, ouais. Grosso modo, c'est ça. 2 ans après le début de notre parcours. On n'a pas fait, si tu veux, le parcours de PMA en soi, il n'a pas été très long. Hein. On a commencé en janvier 2013. Marion, elle est tombée enceinte en mars 2014. Oui, non, c'est honorable, hein. Et donc du coup, vu que ça a pris que Gustave donc est arrivé sur la première FIV, vous aviez donc encore, si je compte bien, 3 embryons. Exactement. On avait 3 embryons qui ont été congelés. Et en fait, quand Gustave a eu 1 an et demi, on s'est dit, on a commencé à penser au deuxième, mais pas tout de suite. On se pose, on atterrit, la tête sous l'eau, on va y aller. C'est ça. Prenons du temps. Mais on s'est dit, c'était moi qui allais porter le deuxième, c'était sûr. Et en fait, on s'est dit, est-ce qu'on n'utiliserait pas nos embryons, les embryons de Marion congelés pour, et ça, c'est possible. Sur moi, quoi. Ouais, ça c'est possible. Alors c'est pas hyper courant en Belgique, mais c'est tout à fait possible. Il y a pas de si on est compatible. On avait 2 groupes sanguins qui étaient compatibles. C'est une question de groupe sanguin, d'accord. De groupe sanguin. Ouais, c'est une question de groupe sanguin.
Et du coup, nous, c'était niveau comptabilité, il n'y avait pas de problème. Et puis moi, j'avais envie de porter un enfant, que cet enfant, il aimait Gênes ou pas, j'en avais rien à faire, quoi. Enfin, Gustave, ça a été mon fils tout de suite, et j'ai pas eu besoin qu'il aimait Gênes, et vraiment, c'était pas un truc D'accord. important pour moi. C'est vrai que c'était Et, dommage de pas se servir de ces embryons qui vous attendaient. bah ouais, on avait des super embryons. On sait que voilà, on passe quand même plein d'étapes une fois que t'as des embryons. Ils sont Ouais, plus qu'à complètement. s'accrocher, quoi. Donc ça aurait été trop con de repartir sur des incés qui auraient peut-être pas marché, qui auraient peut-être marché, hein, mais qui auraient peut-être pas marché. Un truc, voilà. Puis financièrement, c'est autre chose aussi. En gros, les inséminations, on en avait pour 800 € à chaque fois. Et la fille, du coup, on tourne autour de 5-6 000, hein, je crois, de tête. Ouais, c'est ça, c'était Ouais. 5000. Donc, c'est-à-dire que si la moitié du parcours, voire les 3 quarts est déjà faite, autant qu'on bascule, enfin voilà, autant être efficace, quoi. Bah c'est ça, c'est ça. Et puis, tu vois, le transfert d'embryon, on a payé ça 1100 €. Voilà, c'est Oui, un mais ça reste une sacrée l'équivalent de somme, quoi. mais quand tu regardes, mais c'est ça, c'est ça. Et du coup, nous, on a repris contact avec l'UZ, on a eu rendez-vous en novembre 2016 pour moi. C'est là où on a expliqué qu'on voulait faire un transfert d'embryon en congé avec nos embryons. Ils nous ont dit, il n'y a pas de souci, vous aurez tel traitement. Vous pouvez commencer à votre prochain cycle si vous voulez. Et puis, moi, à ce moment-là, mon père était en traitement parce qu'il avait un cancer, il était en pleine chimiothérapie, et moi, je voulais pas avoir Oui, à ça gérer devenait tout ça en compliqué, même là. temps. Ouais, ça devenait compliqué. Je leur ai dit, bah, moi, mon père termine son traitement au mois d'avril, je préfère attendre le printemps. Et puis, du coup, fin mars, on savait que mon père, il lui restait une séance de chimiothérapie, donc j'ai eu mes règles, on s'est dit, c'est Et t'as parti, pas on eu y va, quoi. d'examen à faire, vu que de base, c'est Marion qui avait fait tous les examens, toi, ils t'ont pas redemandé de refaire tous les examens? Ouais, alors si, j'ai eu un bilan complet à faire quand même, parce qu'il le demande à tout le monde, voilà. Tout allait bien, j'avais pas de soucis, donc si jamais les transferts avaient pas marché, on aurait pu se lancer dans D'accord, des ouais, incés, il y avait pas de problème, quoi. Et puis pour le transfert, moi j'ai eu un traitement hormonal pour préparer mon corps, et ils m'ont fait prendre des œstrogènes, des petits cachets que tu prends le matin, bien sympa, qui m'a filé Ouais, génial. nausée directe, et en fait ça Ovulation. bloque mon ovulation, ça épaissit l'endomètre. Et du coup, j'ai eu que ça à prendre. Et donc, on a fait ce transfert d'embryons. On a choisi d'en mettre qu'un. Là, on pouvait en mettre deux parce que c'était des embryons congelés. Mais voilà, comme pour Gustave, on s'est dit un et on verra après. Et du coup, le 11 avril, on est parti faire ce transfert d'embryons. Ça tombait très bien parce qu'on devait aller en vacances aux Pays-Bas à ce moment-là. Et le transfert est tombé le Oui, jour c'est où on partait génial. en En plus, c'est pas vacances du tout aux le chemin, Pays-Bas. hein. Et donc on a fait un crochet par Bruxelles C'est génial. pour faire le transfert d'embryon. Moi, je me suis tapé un petit coup de stress parce qu'ils nous avaient dit on vous appellera vers 11 heures pour vous dire à quelle heure sera exactement le transfert. Ils ont appelé à 9h30 et là j'ai dit à Marion c'est foutu, les embryons ils ont pas survécu à la décongélation, le transfert est annulé parce C'est qu'on ne vrai. sait pas si tes embryons vont survivre à la décongélation. Et ouais. En fait, pas du tout, hein, c'était pour nous dire que l'embryon était super, il avait repris sa croissance, Nickel. c'était parfait. Transfert Vous à avez fait 13 des heures. embryons compétitifs. Ouais, carrément. Et du coup, on était avec Oui. Gustave, parce qu'on allait en vacances tous les trois, et on a fait visiter à Gustave l'hôpital où il a été conçu, et puis il est venu avec Il nous avait pour quel le âge, transfert Gustave, à ce d'embryon. moment-là? 2 ans et demi, ouais. Il a 2 ans. compris, il s'est rendu Oui. compte. On lui a expliqué qu'on allait mettre des graines de bébé dans mon ventre, mais qu'on savait pas C'est mignon, les si la graines de graine allait bébé. pousser, quoi. Oui, c'est mignon, Ah, hein. mais Il a complètement. fallu que ce soit un peu imagé. Mais ouais, et du coup, il a bien compris, il arrêtait pas de nous dire, peut-être que ça va pousser, peut-être que ça va pas pousser. Et puis ouais, moi donc j'ai eu ce transfert d'embryon et on est remonté en voiture tout de suite après. En fait, ils avaient changé les protocoles, tu C'est restais pas plus à grave. manger 10 minutes. En même temps, ça sert à Ah, 10 rien de minutes, rester à manger ouais, 10 minutes. c'est Un clair. embryon, c'est quelques Ça sert à rien, minutes. les minutes. C'est clair. Et voilà, et on est parti en vacances aux Pays-Bas et voilà, et on a attendu de faire le test. En rentrant. Et le test s'est avéré? Alors moi j'ai commencé à vomir genre 3 ou 4 Ah oui, jours après d'accord. le transfert d'embryon. Ça commence très bien. Donc c'est bizarre de C'est vomir clair. le matin comme ça. Ouais, voilà. J'étais, mon dosage de traitement avait, parce que je continuais Ah oui, avec d'accord. les deux médocs, hein. Mais mon dosage Oui, il n'y a pas de avait pas raison. changé, donc les médocs, c'est quand même chelou cette histoire. Et on a fait la prise. Moi, j'ai fait une prise de sang, donc le matin, avant de partir au boulot, je suis arrivée plus tard au boulot en expliquant qu'il y avait des examens à faire. Et en fait, j'ai gardé mon téléphone portable sur mon bureau pendant que je faisais cours pour Ouais, voir si j'avais c'est un clair, mail c'est du labo. la seule raison valable pour garder son téléphone. Et oui,
complètement. Et du coup, j'ai vu le mail du labo sur mon téléphone. Mes élèves étaient en train de bosser. J'ai regardé les résultats. J'étais à 540 Ah oui, de très très beau taux bêta-HCG. aussi. Un très beau taux, ouais. Ouais, et là, j'ai dû me contenir devant mes lycéens pour ne pas sauter et hurler Tu de m'étonnes. joie dans ma salle de classe. Et j'envoie un texto à Marion, je dis 541. Elle me dit, mais ça veut dire quoi? Je dis, mais je suis C'est long. enceinte, c'est bon. Mais oui, elle s'en rappelait D'accord. plus, elle avait tout oublié, enfin bref. Et du coup, super, quoi. Excellent. Donc, du premier coup, sur le premier Et transfert, enfin bon, c'est parfait. ouais, ouais, c'est nickel, enfin c'était super, c'était génial. Et puis c'était parti, quoi. Et par contre, moi j'ai eu un truc pas très très cool qui m'est arrivé. On était le week-end du 1er mai avec mes meilleurs potes. On avait loué un gîte au fin fond de la Bourgogne avec mes copines de fac. On se retrouve tous avec nos Mhm. enfants, les copines enceintes. Donc moi je leur dis que je suis enceinte de 5 semaines. J'étais Mhm. à 5 semaines d'aménorrhée là. Donc c'était vraiment le tout début, tout début. Et puis le 1er mai au matin, je prends Gustave dans son lit parapluie et là je vois un truc cool. Je cours aux toilettes et j'avais ma Punaise. culotte rouge de sang, mais rouge rouge quoi. Et donc là, je vais voir Marion, je saigne, faut qu'on aille à l'hôpital. Donc on laisse Gustave à une de mes meilleures amies, à sa marraine, je lui explique, elle me dit, regarde, c'est bon, vas-y. Heureusement, t'avais un petit hôpital avec une Ah, mais maternité ça, qui c'est est une à une chance. vingtaine de bornes. Et j'arrive aux urgences et là, je vois que des vieux qui venaient parce que c'était le Ah, 1er putain. mai qu'ils avaient un rhume aux urgences. Et moi, je leur dis, je leur explique et ils me disent, ah bah ouais, mais par contre, il y a de l'attente, la salle est pleine. Et j'ai pété un câble. Enfin, j'étais en larmes, j'aurais dit, non, mais vous comprenez pas. Enfin, je fais un parcours de PMA, je suis enceinte, là, je Ouais, saigne, c'est clair. je peux pas Prenez-moi en attendre, quoi. charge. Enfin, c'est pas possible. Et puis, ils m'ont tout de suite demandé si je perdais des caillots de sang ou pas, parce que dès que tu perds des caillots, Mhm. c'est un signe de fausse couche, en fait. Ils m'ont fait une prise de sang pour voir l'évolution du taux bêta-HCG. Et puis, ils m'ont dit, par contre, pour l'échographie, on va attendre que le gynéco de garde qui est en train de faire une césarienne ait fini sa césarienne. On veut que ce soit vraiment un gynéco qui vous fasse l'écho, qu'on vous raconte pas Ouais, une vraie n'importe quoi, que réponse. vous ayez les yeux d'un vrai pro, quoi. Et ils sont tout de suite venus nous voir quand ils ont eu les résultats du taux de bêta-HCG qui D'accord. avait bien augmenté. Donc déjà, c'était hyper rassurant, parce qu'on Oui, savait tout pas à trop. fait. Et puis du coup, j'ai eu une écho, et là, on a vu qu'il y avait un sac, il y avait quelque chose, mais on voyait pas encore D'accord. Oui, d'embryon. c'est tôt. C'est très tôt. Oui, tout à fait. Très tôt dans la grossesse. Et puis du coup, il m'a dit, bah voilà, je vous arrête. J'avais rendez-vous 15 jours après pour l'écho de datation chez ma gynéco. Il me dit, je vous arrête 15 jours, vous verrez avec votre gynéco après Mhm. pour vous faire prolonger ou pas. En attendant, reposez-vous, restez allongé le plus possible, et puis voilà. Donc on est reparti. Et ce qu'il m'avait pas dit, c'est que tu pouvais continuer à saigner parce qu'en fait, j'avais un D'accord. hématome. C'est ça qui s'est passé. Et ça arrive dans Mhm. 30% des grossesses, donc c'est énorme, mais tu le sais pas forcément. Et le sang que j'ai perdu, c'est le sang de D'accord. l'hématome qui s'évacuait. Et ça se résorbe au fur et à mesure que le placenta grossit, puisque le placenta vient se coller contre l'utérus Mhm. et le décollement se résorbe. Mais ce que le gynéco en Bourgogne m'avait pas dit, c'est que tu pouvais continuer de saigner après, et du coup, 2 jours après, je me lève et Oui. je ressaigne. Donc l'angoisse. Ouais, et là, je pars au Bluet, aux urgences des Bluets, et la gynéco me fait une écho, euh, et là, je vois un petit Ah, haricot avec un cœur. au moins, c'était rassurant. Ouais, c'était hyper rassurant. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, vous allez saigner encore pendant quelques jours, voire 10 jours. C'est normal, faut pas vous inquiéter. Au moins, tu vois, je savais que, puis Oui. elle m'a dit, ça allait être de moins en moins rouge, Mhm. et c'était normal, quoi. Et du coup, comme j'ai eu cette complication-là, l'UZ, ils nous ont fait faire des prises de sang et des échographies D'accord. toutes les semaines pour vérifier Ah, parce que du coup, tu les as l'évolution tenus du informés décollement. de ça. T'es obligé de les tenir informés, et c'est eux qui ont décidé du coup que j'allais prendre de la progestérone jusqu'à les 12 semaines de grossesse pour D'accord. être sûr que ça tienne bien, quoi. Donc j'ai eu plein d'échographies, c'est super. Au moins, J'ai c'est vu mon rassurant bébé parce qui que le premier trimestre, qu'est-ce qu'il est angoissant. et ah ouais. Et là, du coup, c'était génial, Mhm. quoi. J'avais une écho toutes les semaines, je l'ai vu grandir. Et, D'accord. Et donc, Louison est arrivée. Louison, elle est arrivée le 23 décembre 2017. La pauvre, C'est 23 pas décembre, c'est terrible. horrible. Mais bon, c'est un beau cadeau de Noël. Ah ouais, j'étais hyper contente. Moi, j'ai passé mon réveillon en tête à tête avec ma fille Ouais, ça à la devait être génial. maternité. Ouais. Et c'était une sacrée naissance. C'était un marathon de 3 jours de faux travail à la maternité parce que j'avais fissuré la poche des os, donc j'étais à la maternité, D'accord. mais que rien ne se passait et que j'étais en faux travail. Et ça s'est fini en césarienne D'accord. d'urgence, du coup, parce que j'étais à 9 centimètres et demi Ah, et d'accord. Louison était bloquée dans mon bassin. Et on a essayé de la débloquer à la main.
J'ai eu une équipe mais géniale pour mon accouchement. J'aurais pas pu rêver mieux. Déjà pour en hospitalisation, quand j'étais en faux travail, j'ai eu une Mhm. super sage-femme qui était qui m'a vachement épaulée, soutenue psychologiquement, c'était génial. Et puis pour mon accouchement, la gynéco qui a pris la décision de la césarienne et qui est venue essayer de décoincer Louison, elle était géniale. Je suis toujours en contact Ah, avec ça elle c'est parce qu'en marrant fait ça. elle habite à 2 rues de chez moi, Mm. donc on se voit, ouais, on se voit régulièrement, tout ça. Et en fait, elle m'a laissé le temps. On allait bien, Louison et moi, on n'avait pas de soucis, donc on a Mhm. essayé de débloquer Louison à la main. On n'y est pas arrivé. J'ai eu la chance, voilà, au Bluet, de pouvoir changer de position comme je voulais. Ils font des Oh, c'est péridurales avec génial lesquelles tu ça. peux marcher, donc on a tout essayé. Et puis du coup, on est parti en césarienne alors j'ai toujours un peu un regret de pas avoir accouché par voie basse parce que moi je voulais accoucher sans péridurale, enfin, voilà, en bonne bobo parisienne que je suis devenue. Non mais Oui. voilà, j'avais très envie d'un truc physio, puis je pense après être passé par la Ouais, je PMA, t'as comprends. envie de quelque chose d'un peu Mhm. naturel, quoi. Et bon, j'ai pris de la péridurale, hein, parce que ça fait 3 jours de faux Ah oui. travail. En plus, j'ai Mm. été déclenchée et j'ai fait une partie de mon déclenchement sans péridurale. Voilà, à un moment, j'avais envie d'être soulagée aussi. Et puis, ça rassurait Marion qui avait du mal à gérer Ouais, mes cris, ma douleur. Et en fait, donc on est parti en césarienne. Marion ça était c'est avec moi chouette. au bloc. Ça, c'était super chouette. J'étais tellement contente qu'on soit toutes les deux. Et la gynéco, en fait, elle m'a fait pousser Louison. Elle m'a demandé de Mhm. pousser Louison pour la faire sortir. C'est moi qui l'ai poussée. L'anesthésiste, elle a baissé le champ opératoire pour qu'on la voie sortir. Donc, on voyait pas mon ventre, Mhm. hein, mais j'ai vu la tête de ma fille sortir. Et puis, je l'ai eu en peau à Ah, c'est peau, génial. 20 minutes au bloc opératoire avec moi. Et c'était trop bien. Enfin, c'était génial parce que j'ai pas été du tout dépossédée de mon accouchement. J'étais actrice de la naissance de ma fille Oh, mais ça et on n'a c'est pas été c'est séparés, hein. génial, c'est rare. On n'a pas C'est été tellement rare en séparés. césarienne. C'est hyper rare et surtout, après, en fait, je suis pas allée en salle de réveil. Moi, j'ai rejoint, Marion est partie avec Louison, faire du pot à pot Mhm. pendant qu'on me refermait. Et je suis revenue dès qu'ils ont eu terminé de me refermer. Je les ai rejoints dans la salle Mhm. de naissance où on était avant, en fait. Et du coup, j'ai récupéré Louison contre moi. Elle était au sein, elle avait Ouais, même c'est pas une royal. heure, quoi. Ouais, complètement, complètement. Et même, enfin, là, on a une petite séparation, mais au Bluet, toi, Marion qui a accouché par voie basse, la table Ouais. de soins, elle est dans la salle de naissance. Donc, en fait, tu perds pas ton bébé du regard quand t'accouches par voie basse là-bas. T'es toujours avec ton bébé, sauf s'il y a besoin de Ouais. réanimation ou quoi. Mais voilà. Donc, moi, j'ai pas eu l'impression d'être séparée de ma fille et surtout, il y a une volonté de l'équipe de vouloir maintenir ce lien, quoi. Bah oui, c'est clair, c'est génial. Franchement, enfin, je suppose que tu considères avoir vécu un bel accouchement malgré les 3 jours de faux travail. Ouais, complètement. Non, mais complètement. Et je pense que voilà, l'équipe y est pour beaucoup, D'accord. quoi. Et alors, du coup, donc là, vous êtes 4. À quel moment vous vous Ouais. êtes mariés avec Marion parce que je suppose que pour construire votre famille aux yeux de la loi, on va dire, vous êtes passé par la case du mariage. Enfin, je ne le suppose pas, je le sais, mais Et ouais, bah ouais, ouais. Donc nous, on s'est mariés. On aurait pu se marier avant la naissance de Gustave, mais on a attendu un Mhm, peu. On n'était pas foncièrement pressés. Et on s'est mariés en octobre mhm. 2015. Donc Gustave avait 11 mois. Et moi, j'ai eu l'adoption de Gustave en octobre 2016. J'ai un peu traîné hein, pour faire Je crois qu'on traîne tous en fait. le dossier. Ouais, et puis le tribunal de grande instance dont on dépend, il demande vachement de pièces. Le tribunal de grande Mhm. instance de Créteil, c'est un dossier qui est un peu lourd, quoi. Je sais qu'à Annecy, par exemple, ils demandent juste les papiers nécessaires, les actes du notaire, les actes de naissance et de mariage, et c'est tout. À Créteil, il faut construire un vrai dossier avec des attestations, des choses qui prouvent que tu t'investis pour ton enfant. J'ai été Oui, mais alors ça, convoquée au tu m'en avais commissariat. parlé, mais c'est dingue. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils avaient à voir le commissariat avec votre adoption? Ouais. Et ben, écoute, c'est le tribunal qui leur demande de Mhm. faire une petite enquête sur, du coup, ils nous posent des questions, comme on s'est rencontré avec Marion, comment est-ce qu'on Mhm. a conçu nos enfants aussi, pour être D'accord. sûr qu'il n'y ait pas de père en fait. Oui, donc que tu lances pas ouais, Voilà. une procédure pour avoir un deuxième parent alors qu'il y aurait un père existant. Ouais, exactement. Ils m'ont demandé mes fiches de paye aussi pour savoir Non, si mais sans financièrement je déconner. pouvais Enfin, m'occuper de pardon, mon enfant. mais Ah ouais, ah non mais hyper invasif. Et en fait j'ai eu la chance d'avoir un flic super, vraiment hyper bienveillant. Il m'a dit au bout d'un quart d'heure, il m'a dit non bah je suis désolée, je suis obligée de vous poser ces questions parce qu'il faut que je coche les cases quoi. Mais il me dit on a tellement autre chose à faire et c'est tellement invasif et je vois très bien à qui j'ai affaire. Et donc au bout d'un quart d'heure, une fois qu'il a eu réponse à ces questions-là, il a arrêté et on est allé chez nous parce non, qu'il mais doit sans visiter rien. le domicile. Ouais ouais. Donc
Donc on y est allé ensemble et il m'a dit je vais pas vous faire l'affront d'ouvrir vos placards et votre frigo parce que je sais que vous êtes un bon parent et que tout va bien, mais par contre faut que je vois la chambre de votre fils, je suis obligée de le voir vraiment. Donc j'ai dû lui montrer la chambre de Gustave, mais ouais normalement il aurait dû ouvrir les placards, les frigos pour vérifier qu'il y a à manger. Il me dit dans vos familles on sait très bien qu'on n'a pas besoin de faire ça quoi. Non, mais c'est surtout la seule ville de France, je pense. Enfin, Donc, j'ai l'impression, en tout cas, où ils font ça. Enfin, les procédures ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre. ouais, non, mais c'est fou, hein. Et en fait, pour Louison, parce que du coup, Marion après a adopté Louison, Marion n'a pas été convoquée au commissariat. Alors, je ne sais pas si le TGI de Créteil a changé sa procédure, parce que c'est lourd et que Mais ça ça mobilise demande, une force de police pour rien, hein, soyons clairs. voilà, c'est ça. Et ou alors parce que c'était un deuxième enfant et que comme moi j'avais eu l'adoption de Gustave, il y avait pas de raison qu'elle n'ait pas l'adoption de Louison. Je sais pas. Mais en tout cas, Marion n'a pas eu ça. Clairement. Non, c'est un truc de dingue. Franchement, moi j'ai des copines qui dépendent du Mhm. tribunal de grande instance de Versailles. Elles ont 2 enfants, donc leur fille a 7 ans, leur fils a 2 ans. Elles ont toujours pas lancé la procédure parce qu'elles ont la trouille de se retrouver, parce qu'à Versailles, ils sont connus pour Oui, c'est ça, Versailles, de je sais, et moi je me souviens qu'au moment où on a lancé l'adoption de Juliette, on était en stress parce qu'ils avaient refusé, enfin ils avaient rejeté toutes les premières adoptions. ouais. Et heureusement, Mhm. il y a eu des jurisprudences. C'est hyper stressant et surtout ça nous met dans des situations encore Donc plus voilà, indélicates et inconfortables finalement. Enfin, du coup, on se met, on met nos familles en danger. là c'est ça. Et puis bon, moi je trouve ça fou de devoir demander d'adopter son propre enfant et de devoir justifier que t'es un bon parent alors que tu t'as désiré ton enfant, tu t'en occupes et personne ne Oui, fait ce que tu complètement, fais effectivement. Et, au bureau, quoi. enfin, je sais pas d'où Et, on est obligé de venir vérifier. Enfin, à un moment donné, faut aussi faire confiance, quoi. On n'est pas dans un process où de base il est prouvé qu'on n'est pas des bons parents. Non, tu vois. mais c'est ça, c'est ça. En fait, faut Oui, on prouver que marche à t'es un bon l'envers. parent. Et ça, je trouve ça dingue, quoi. Faut prouver que t'es un bon parent. Moi, je devais avoir l'autorisation de mes beaux-parents pour adopter Oh là Gustave. Donc, là. ils devaient faire une attestation comme quoi ils autorisaient le fait que j'adopte Gustave. Non, mais du délire. Et Mais heureusement clairement. que ça se passe bien Mais avec c'est mes ça, où t'as beaux-parents, même mais pas dans de des contact familles où avec c'est les comme ça, beaux-parents, tu fais quoi? bah c'est ça. Alors j'imagine que tu justifies dans le dossier, mais tu te dis, waouh, enfin, Oui, c'est c'est nos notre affaires, famille, quoi. c'est nos enfants, laissez-nous tranquilles, quoi. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est assez impressionnant Mm. tout ça. Et du coup, comment ça se passe? Alors, j'en reviens du coup à votre procédure de FIV. Donc, si je calcule bien, il vous reste 2 embryons. Ouais. C'est ça. Il nous reste 2 embryons. Alors quand on avait fait la FIV pour Gustave, en fait, on Mhm. conserve les embryons 5 ans à l'UZ et tu dois décider ce que tu en fais à l'issue de ces 5 ans. Donc tu peux les donner à la science. Tu peux faire don à des couples qui auraient besoin d'un don Mhm. d'embryon ou tu peux demander à ce qu'ils les détruisent. Et du coup, nous, on avait demandé en premier choix Mhm. qu'ils soient donnés à des couples. Si jamais ils trouvaient pas de couple Mhm. compatible, qui s'en servent pour de la recherche. Euh, et voilà. Et donc, nous, on a su cette année D'accord. que Donc, à nos un couple. embryons avaient été Enfin, donnés. ou à 2 couples, mais. Les 2 embryons qui restaient à un couple ou à 2 couples. Enfin, en tout cas, Mhm. voilà, ça a été, ils ont fait l'objet d'un don. Ça nous a fait un petit quelque chose parce qu'on n'a pas forcément envie d'un troisième enfant, mais Oui, c'est tu te sûr. dis ouais, ils auraient pu nous Bon, demander quand ouais, même, il y a ça. même s'ils nous Ouais. ont demandé il y a 5 ans, tu vois, reconfirmer, Mhm. on aurait pu avoir un projet d'enfant, mais mais voilà, mais je suis très contente En bénéficier, ouais. que Vous avez permis sûrement ce don-là. la naissance d'un ou 2 enfants auprès de Ouais, personnes qui n'ont pas pu en avoir. Donc, c'est un beau geste, hein. ouais, je suis hyper contente qu'on ait pu faire ça, quoi. Et, c'est tellement compliqué quand tu en es à devoir avoir recours à Oui, un don d'embryon, exactement. c'est Donc que c'est vrai que vraiment c'est compliqué. c'est tellement rassurant pour moi. En tout cas, moi, je considère que c'est vraiment rassurant de savoir que bah, ces embryons, ils vont servir, ils vont pas être détruits et ils vont apporter du bonheur ailleurs. Ouais. Et puis tu vois, même si on n'avait pas eu de couple compatible, savoir qu'ils auraient pu La servir recherche. à faire avancer la science et les Ouais, tout techniques à de fait. PMA, la recherche, ouais, je trouvais ça super, quoi. Voilà, qu'ils soient pas Tout à fait. détruits, qu'ils servent à quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Enfin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Blanche? Que nos enfants puissent grandir sereinement dans une société plus inclusive et tolérante. Je crois que on est quand même bien parti là-dedans, même si voilà, hier t'avais encore les anti-PMA pour tous qui défilaient. Je crois que leur Mhm. message il est de moins en moins audible, donc ça me rassure. Et puis ça me rassure de voir que nous on est dans une ville. Alors on a de la chance d'être dans une ville de petite couronne parisienne
Ils sont accueillis mais il y a comment aucun souci avec nos enfants, quoi. Voilà, et tout va bien et ils sont hyper bien accueillis. On n'a jamais eu aucune réflexion. On est une famille lambda et tout va bien. À la crèche, pour Gustave, ça s'est pas posé, mais pour Louison, c'est hyper drôle. Elle est dans une petite crèche municipale et ils sont 14 enfants. Et sur les Oh, 14, c'est on est 3 génial. familles avec 2 mamans. C'est hyper marrant, on le savait pas. Et quand à la réunion de rentrée, quand elle est rentrée à la crèche, qu'on a fait un petit tour de table avec tous les parents. Moi, j'ai commencé en disant je suis la deuxième maman de Louison, puis une autre qui dit je suis la deuxième maman d'Anaïs, là, je suis la deuxième Oh, maman c'est de Pauline et génial. Juliette. Franchement, c'est Et génial. c'était hyper drôle. C'était, ouais, ouais. Et tu te dis c'est cool, en fait, tout va bien. Voilà, on est de plus en plus visible et c'est génial. Et puis à Gustave à l'école, quand il est rentré en petite section, t'as les ateliers de jeux de société dans son école où les parents viennent le mercredi matin. Et ses copains, ils comprenaient pas trop pourquoi un mercredi c'était Marion, puis la semaine d'après c'était moi, C'est mais pas c'était facile quand pour même les la enfants. maman de Gustave aussi. C'est bizarre cette histoire. Mais pourquoi Gustave il a 2 mamans? Et du coup, on leur a expliqué voilà que des fois, il y avait 2 femmes qui s'aiment, mais que 2 femmes ensemble elles peuvent pas faire un bébé, mais qu'il faut quand même avoir des enfants. Enfin, et euh, et c'était super d'avoir ces enfants qui posent la question hyper naïvement et pour qui en fait, c'est devenu hyper normal. Et puis Gustave, du coup, à l'école, c'est pas le seul petit garçon à avoir 2 mamans. Il y a un autre petit garçon, enfin, et c'est cool de voir ça, et c'est rassurant, Mais oui, et on a de plus en plus de on se dit qu'ils sont pas visibilité. tout seuls, quoi. Ça va donner, je pense, J'espère que ça va continuer. peut-être pas l'envie, mais le déclic à des futurs parents de se lancer dans l'aventure. Mais tu sais, moi qui suis prof avec des lycéens, moi je suis prof d'anglais, donc ça n'a rien à voir avec l'éducation affective et sexuelle, mais moi je sais que chaque 17 mai, je parle de lutte contre l'homophobie, chaque 1er décembre, je parle de lutte contre le sida, et c'est aussi un moyen de parler aux élèves de comment on peut se vivre sa sexualité, sa vie affective. Et moi, je suis pas du tout out auprès de mes élèves, hein, parce qu'ils n'ont pas à savoir que leur prof est homo, mais j'ai déjà parlé à des élèves qui se posaient des questions, qui étaient venus me parler en fin de cours sur eux, leur sexualité, tout ça. Je leur ai dit, voilà, que moi j'étais en couple avec une femme, qu'on avait des enfants et que tout allait bien et qu'ils pouvaient ils pouvaient penser à ça aussi et se construire en se disant que on peut avoir une vie Épanoui, ouais. normale entre guillemets, une vie lambda quoi, de famille et ça leur fait vachement de bien. Et tu vois, je me dis que des ados déjà puissent se Ouais, projeter complètement. là-dedans. Et c'est vrai que c'est des profs comme toi, je pense, qui peuvent aider vraiment les ados qui se cherchent, pour qui c'est vraiment pas facile à trouver leur voie finalement. Ouais, bah ouais, et pour moi j'ai un vrai rôle là-dedans et c'est pas voilà, je vais pas en parler comme ça devant tous mes élèves, mais quand voilà, il y a des élèves qui viennent me voir et qui ont besoin de parler, et si moi je peux aider, leur montrer un modèle positif et leur dire que ça va, Complètement. c'est cool quoi. Je te remercie beaucoup Blanche. J'ai vraiment apprécié te recevoir à mon micro et partager la vie de ta famille qui est somme toute magnifique. Enfin, moi, à chaque fois, je suis avec plaisir ton compte Instagram où je découvre tes enfants qui grandissent et surtout tes convictions et ta volonté de faire avancer les choses qui est, enfin, voilà, c'est réjouissant pour moi en tout cas de suivre ce compte. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Blanche et Marion, ainsi que le lien vers la clinique par laquelle elles sont passées en Belgique. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. Josephine, I won't leave you waiting in this dream while you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind
Josephine, just like I was when we were 17.